Permettez-moi de changer un peu de sujet, Alastair, pour parler de ce qui se passe avec la visite de Netanyahou aux États-Unis. On a demandé à Donald Trump, alors qu'il se tenait juste à côté de Netanyahou, un des journalistes lui a demandé « Allez-vous permettre à Israël d'attaquer l'Iran s'ils poursuivent leur programme de missiles balistiques ou leur programme nucléaire ?» La réponse de Donald Trump était assez fascinante. Il a dit « S'ils continuent avec les missiles balistiques, oui, nucléaires, rapidement. » Qu'est-ce que cela signifie? Et quelle est votre compréhension de la situation et de la manière dont Donald Trump veut gérer ses relations avec Netanyahou, Israël et l'Iran? Je pense qu'il y a plusieurs niveaux à tout cela et que nous pouvons être trop superficiels à ce sujet. La première chose que je dirais, c'est que vous savez, de cette réunion est sorti beaucoup de langage et de rhétorique, mais très peu en termes de structure systémique. Rien n'a été défini à notre connaissance concernant la prochaine étape à Gaza, la phase 2 à Gaza, ou l'un de ces éléments. Et le langage, vous savez, c'est ce genre de fanfaronnade familière utilisée par Trump, qui esquive et contourne les formulations et ce genre de choses. Et il se contente de dire ces choses. Je veux dire, l'Iran doit prendre ce langage au pied de la lettre et au sérieux. Mais vous savez, ce genre de « Oh, je vais démolir l'Iran » ou « Si le Hamas ne se désarme pas, les portes de l'enfer s'ouvriront », c'est le ton que nous entendons. Je veux dire, nous avons déjà entendu cela de nombreuses fois à propos de toutes ces questions. Et c'est un langage standard, une sorte de Trump parler. Mais cela ne veut pas forcément dire cela. En réalité, je pense qu'il y a de nombreuses raisons de croire que cela visait aussi d'autres domaines. Ensuite, nous pourrons revenir sur la raison pour laquelle Netanyahou était présent à la réunion. Mais la première étape, je dirais, pour comprendre cela, concerne vraiment la position intérieure du mouvement MAGA, les personnes qui soutiennent America First. On les appelle souvent de manière péjorative les isolationnistes, parce qu'ils ne veulent pas de guerres étrangères. Et cela est qualifié d'isolationnisme aux États-Unis. Et comme vous le savez, une grande partie du mouvement MAGA s'est cristallisée autour de ce qui s'est passé avec Charlie Kirk, qui a été tué. Il était le dirigeant de cette organisation appelée TPUSA, Turning Point USA, et True Promise United States. Et lors de cette récente réunion de TPUSA, une organisation importante, car elle attire de nombreux jeunes républicains et, si l'on veut, des éléments plus populistes. Toute la question portait sur la véritable nature de la politique étrangère américaine. Elle semble être une politique de soutien inconditionnel à Israël. Et ces jeunes disent « Pourquoi devrait-elle être en faveur d'Israël? Nous sommes des partisans de l'Amérique d'abord, pas d'Israël d'abord. » Il y a donc eu des discussions très animées à ce sujet. Et maintenant, on voit les partisans juifs et israéliens aux États-Unis tenter de nuire à ce groupe, le groupe MAGA, en affirmant qu'il n'a pas de véritable fondement. Et il dirige également ses critiques contre le vice-président Vance. Non, il ne suffit pas de dire qu'il est acceptable de critiquer la politique d'Israël, car dire cela n'est plus considéré aujourd'hui comme une position non antisémite. On dit que c'en est une. Il faut soutenir Israël à 100%. Mais c'est un coin que, si l'on veut, l'ancien establishment essaie d'enfoncer, parce qu'il n'aime pas le mouvement MAGA. Il n'aime pas ce mouvement populiste et organique qui monte en Amérique et qui menace la politique ancienne, établie, largement gérée et contrôlée à la fois par les démocrates et les républicains. Ils veulent reprendre le contrôle, et c'est pourquoi ils s'en prennent à MAGA, en disant qu'ils sont antisémites et en les traitant d'antisémites. Je pense que l'une des choses que Trump faisait, c'était de dire que pour soutenir Israël, il était nécessaire
que des personnes comme le vice-président Vance le fassent, parce qu'il est l'héritier présomptif de cette base MAGA. Il a toujours été très clair en disant que, oui, nous devons soutenir Israël, mais que nous pouvons tout de même avoir des désaccords avec Israël. Nous pouvons avoir des divergences sur les politiques. Parfois, nous sommes d'accord, parfois non. Donc je pense qu'il faut d'abord examiner ces déclarations qui étaient très favorables à Israël, surtout lors de cette réunion à Mar-a-Lago et particulièrement à l'égard de Netanyahou. C'est une première dimension qu'il faut prendre en compte. C'est la préparation pour les élections de mi-mandat. L'ancienne garde, si l'on veut, aimerait les voir perdus, autrement dit, que Trump perde les élections de mi-mandat. Ainsi, ils auraient un candidat plus acceptable qui pourrait arriver ensuite. Ils veulent donc affaiblir les forces MAGA. Trump, je pense, dit des choses comme « Nous devons soutenir Israël ». Mais lui et son équipe ont aussi critiqué Israël à propos de Gaza, et bien sûr, de ce qui s'y passe. Ils ont été très critiques envers les nouvelles colonies en Cisjordanie, et ils ont reproché à Israël de continuer à bombarder le Liban et à mener des opérations militaires en Syrie. Ils essayent donc de trouver un équilibre et de se préparer. Comment ne pas perdre les élections de mi-mandat face à un mouvement volatile, de plus en plus indépendant et organique, qui manque désormais d'un leadership clair? Je veux dire, il y a des dirigeants, mais plutôt des influenceurs, que de véritables chefs de ce groupe. Mais cela faisait partie de, je pense que la partie invisible était ce sentiment de devoir se préparer à la guerre à venir. Le président de la Chambre a déclaré que quoi qu'il arrive dans les années à venir, l'Amérique et les républicains allaient devoir avoir un débat profond sur la nature de la politique étrangère. Donc, je pense que cela visait en partie cette future discussion sur la politique étrangère, et en particulier sur la base de Trump, la base MAGA. Oui, il est possible de critiquer Israël, mais en même temps, soutenir Israël est probablement le compromis, car certains dans cette base MAGA disent qu'il ne devrait y avoir aucun soutien à Israël. L'argent devrait être retiré d'Israël. Le soutien, oui, mais c'est là le compromis. Vance et d'autres qui veulent utiliser cela à des fins électorales ont besoin d'un compromis. Et c'est celui qui est, pour ainsi dire, poussé en ce moment contre les forces qui disent « Non, vous êtes tous des antisémites si vous ne soutenez pas Israël sans condition. Vous êtes un antisémite. » C'est donc, je pense, une des dimensions de ce processus. L'autre dimension est la suivante. Que faisait Netanyahou? Pourquoi est-il venu? Je veux dire, il est facile de dire qu'il est venu simplement parce qu'il veut un feu vert pour attaquer l'Iran, et il l'a effectivement demandé. Mais je pense qu'il faut comprendre cela plus en profondeur. La première question posée par l'un des propres compagnons de Netanyahou lors de cette réunion a été « Netanyahou obtiendra-t-il une grâce? Allez-vous lui accorder une grâce? » Comme vos téléspectateurs le savent, des accusations criminelles pèsent sur Netanyahou. Ces accusations comportent deux volets. Le premier concerne une ancienne affaire, mais une grande partie des juristes israéliens estiment que si elle est poursuivie, Netanyahou sera reconnu coupable et devra probablement aller en prison. Mais il y a maintenant quelque chose de bien plus grave, ce que l'on appelle le Qatar Gate. L'allégation est que l'État du Qatar versait de l'argent à au moins 3 personnes du bureau de Netanyahou, des paiements réguliers directement versés à son bureau. Et la question est, était-il au courant? Si oui, à quoi cela servait-il? S'il n'en savait rien, il aurait dû le savoir et il devrait démissionner. Mais la situation devient très amère et explosive, car on parle maintenant de trahison. Des personnes sérieuses, comme l'ancien ministre de la Défense Yuli Edelstein et d'autres, affirment qu'il faut enquêter.
Et Netanyahou, lui, ne veut même pas de grâce. Il veut que toute l'affaire, toutes les affaires contre lui, soient simplement annulées. Il y a donc beaucoup de pression, et Trump parlait de ce genre de pression exercée sur le président israélien pour lui accorder, sinon une grâce, du moins la fin des procès, la fin de la procédure judiciaire, ce qui n'est probablement pas juridiquement possible en Israël. Mais les pressions sur Netanyahou ne cessent déjà de croître et de s'intensifier. Ce que j'essaie de dire, c'est que les Israéliens en sont venus à la conclusion que ce qu'ils observent, c'est une sorte de mosaïque de cessez-le-feu ou de non-cessez-le-feu, que ce soit en Syrie, au Liban, au Yémen, ou si l'on veut, plus au sud ou dans toute la région, à Gaza et en Cisjordanie. Vous savez, il y a cette mosaïque de cessez-le-feu, mais aucun d'entre eux n'a vraiment apporté de conclusion. Ce sont pour la plupart des cessez-le-feu imposés, et aucun n'a permis à Israël d'obtenir une victoire complète. Loin de là. Oui, il y a ces cessez-le-feu, mais les mouvements restent intacts. Le Hezbollah est intact, le Hamas est intact, et d'autres mouvements de résistance le sont aussi. Et la Syrie devient de plus en plus un problème plutôt qu'une partie de la solution. Donc, Netanyahou, je pense, cherche comment faire. Vous savez, quand on est coincé derrière tous ces murs et qu'aucun ne vous offre une issue, il doit organiser des élections l'année prochaine, en 2026. Il doit aller aux élections et il doit pouvoir promettre quelque chose de populaire qui obtiendra le soutien de son peuple. Ainsi, appeler à une guerre contre l'Iran sert cet objectif, car il est vraiment dans une situation politique très difficile. Et l'un des vieux réflexes, quand on est coincé de cette façon et que les problèmes se referment sur vous, c'est de partir en guerre. Allons à la guerre. Et cela change un peu la donne. Bien sûr, c'est pas aussi simple que ça. C'est tout le sujet dont j'ai parlé dans un article sur Substack. C'est la nouvelle approche d'Israël. Je veux dire, ça fait 20 ans que Netanyahou répète « Oh, l'Iran est à quelques semaines d'avoir la bombe. L'Iran est à quelques mois d'avoir la bombe. Il est sur le point d'avoir la bombe. » C'est presque devenu une blague récurrente. Mais maintenant, ils ont changé de discours. Il dit que le nouveau danger, c'est que l'Iran construit en réalité une sorte de parapluie à travers la région, non seulement avec plus de missiles, mais avec un ensemble complètement différent de missiles et de systèmes de défense. C'est nouveau. Ce n'est pas simplement une reconstruction de ce qui existait auparavant. C'est quelque chose de nouveau et de mortel, car désormais il n'y a plus aucune garantie que si nous découvrions que l'Iran fabrique une bombe, nous pourrions l'en empêcher. Nous n'en serions pas capables, car le bouclier défensif serait trop complet, et la fenêtre d'action est courte. Alors, Trump, s'il vous plaît, donnez-nous le feu vert pour attaquer l'Iran. Or, ce que pense réellement l'establishment sécuritaire israélien à ce sujet est très partagé. Tout d'abord, il faut comprendre qu'il s'agit d'un procédé rhétorique, destiné avant tout à séduire Trump. Bien sûr, l'Iran a depuis le vendredi 13 juin, date de l'attaque surprise d'Israël, renforcé ses défenses aériennes et ses systèmes de protection. Bien sûr qu'ils les ont modernisés, bien sûr qu'ils les ont améliorés. Peut-être qu'ils ont aussi reçu davantage de systèmes de défense aérienne d'autres États. Mais la question est la suivante. C'était un dispositif, car en réalité, l'Iran avait déjà, pendant la guerre de 12 jours, la capacité d'infliger à Israël des dégâts sans précédent. Et puisque cette capacité a été améliorée, oui, c'est vrai. Mais où cela mène-t-il? Et c'est bien le dilemme dans lequel Trump se trouve, parce qu'il ne cesse de parler de suivre la voie des négociations. Je suis sûr qu'on pourrait conclure un accord avec l'Iran. Mais d'abord, après l'attaque surprise du 12, à laquelle les États-Unis ont pleinement participé, ils étaient au courant, ont aidé à la planification et à tout le reste,
knew about it, helped in the planning of it and everything. I mean, I'm sure you're there, you know Je better veux than dire, me. je suis sûr que tu es sur place, tu en sais plus que moi, mais je suis certain qu'il n'y a aucune confiance dans un accord avec l'Amérique. Ils ont vu ce qui s'est passé ailleurs. Et donc l'idée, et bien sûr il continue d'insister, que l'accord devrait inclure les missiles balistiques et un enrichissement d'uranium nul, je veux dire, cela n'arrivera pas. Mais je ne pense pas qu'il faille tout équilibrer, car une grande partie de l'establishment sécuritaire en Israël craint aussi les missiles balistiques iraniens, les hypersoniques, contre lesquels ils n'ont pas de défense aérienne adéquate. Nous l'avons vu pendant ces 12 jours. Après 4 jours déjà, les Israéliens demandaient une sorte de cessez-le-feu. Donc si tu veux, il n'y a pas de véritable défense. There is, if you like, no real sort of defense. The state that doesn't have adequate defenses is L'État qui ne dispose pas de défense adéquate, c'est Israël et non l'Iran, très probablement aujourd'hui. the security establishment. Et donc l'appareil de sécurité, avec lequel Netanyahou est désormais en conflit, parce qu'il a, vous savez, nommé un nouveau chef du Mossad, un autre à la tête du Shin Bet et de l'armée. Et tout cela visait à éviter d'être tenu pour responsable du 7 octobre et à échapper à une enquête. Ainsi, dans l'ensemble, il semble qu'il soit probablement très sceptique à l'égard d'une guerre, profondément sceptique. Mais il n'existe aucun moyen institutionnel de faire avancer les choses, car, sans aucun doute, Netanyahou bénéficie d'un soutien majoritaire en Israël, en particulier sur la question de Gaza. Sur tous ces sujets, il a le soutien de la majorité des Juifs d'Israël. Majority of Jews in Israel. They can't. Alors, vous savez, il est très difficile pour les officiers de l'armée ou d'autres de s'y opposer. D'autant plus que le nouveau chef du Mossad était son ancien secrétaire militaire, tout juste nommé. Il a écrit il y a quelques années une sorte de traité expliquant qu'Israël devait modifier ses protocoles nucléaires et s'éloigner de cette ambiguïté stratégique, celle de savoir si Israël possède ou non des armes nucléaires, pour adopter une approche différente. Cela remonte à plusieurs années, mais il est probable qu'il se range du côté de Netanyahou sur ces questions. On dit qu'il a été choisi parce qu'il est proche de la famille, entre autres raisons. Voilà donc la situation générale. De quoi s'agissait-il lors de cette visite? Était-ce principalement à propos de l'Iran? Oui, dans la mesure où il a besoin d'un sujet pour la campagne électorale. Mais c'était aussi, je pense, surtout à propos de Gaza. It was primarily about, I think, also Gaza. They want Hamas disarmed because otherwise. Ils veulent que le Hamas soit désarmé, car sinon en Israël, Netanyahou se fait réprimander, tu n'as rien accompli, le Hamas est toujours là, il se renforce à Gaza, il a encore ses armes, qu'as-tu accompli, qu'as-tu fait? Il n'y a pas de victoire là-dedans. Donc il veut que Trump le laisse agir plus rapidement. L'argument, c'est que Blinken dit « désarmons d'abord le Hamas, puis nous passerons à une structure gouvernementale et à une force internationale. » Et Trump dit « non, nous allons d'abord mettre en place une force internationale, puis un gouvernement technocratique palestinien, et ensuite, peut-être, le Hamas sera désarmé. » Les sceptiques en Israël disent « ah, ça n'arrivera jamais ». Donc, c'est évidemment une façon de retarder les choses, et nous ne verrons jamais le Hamas désarmé. Et le Hamas, en effet, affirme qu'il ne se désarmera pas. Donc ce n'est pas improbable. So, I mean, it's not unlikely. I think one of the main cases with the case of Israel. Je pense que l'un des principaux problèmes concernant Israël vient du soutien du Parti républicain. Et tu as mentionné Charlie Kirk. Nous savons à quel point le mouvement qu'il a lancé, Turning Point USA, soutenait profondément l'administration Trump. Lorsque Trump a été élu, une partie de son appui, je dirais une part importante, provenait de ce mouvement. Puis plus tard, avant que Charlie Kirk ne soit assassiné, le mouvement a semblé évoluer un peu, dans ses idées, dans sa compréhension d'Israël. Charlie Kirk devenait critique envers ce qu'il avait lui-même affirmé auparavant, se demandant « Pourquoi soutenons-nous Israël? Quel est l'avantage pour les États-Unis ?» Je pense qu'il a été assassiné. Mais
he was assassinated, but You're vertiwam zength. I think You're back. Je pense, oui, je suis de retour. Ma question est, que se passe-t-il? Vous avez mentionné les élections de mi-mandat aux États-Unis, et nous savons que le mouvement, le changement qui s'est produit au sein du Parti républicain, au sein du mouvement MAGA, est toujours présent. On peut le voir dans les questions que les jeunes posent à la vice-présidente des États-Unis à propos d'Israël. Peu importe si Charlie Kirk a été assassiné ou non, car la compréhension, l'état d'esprit est toujours là. Et Tucker Carlson est là. Et même les figures pro-israéliennes comme Ben Shapiro essaient de gagner de l'élan au sein de TEPUSA, mais il n'y parvient pas. Alors, comment voyez-vous la situation du mouvement? Je parle du mouvement MAGA et du mouvement pro-israélien et de la division entre les deux. I think that the thing that has really Je pense que ce qui a vraiment catalysé tout cela, ce qui lui a donné de l'énergie, ce sont les images venant de Gaza, des Palestiniens, surtout parmi les jeunes Américains. C'est vrai aussi en Europe, en Italie où je me trouve également. Cela a eu un grand impact, en particulier sur la jeune génération. Les plus de 50 ans, peut-être moins, mais la jeunesse s'est mobilisée. Je pense que cela représente quelque chose de vraiment important et significatif en Amérique. La fracture structurelle des contrôleurs conjoints, si l'on veut, des deux partis, l'aile démocrate et l'aile républicaine, qui partagent certains intérêts communs, comme le financement des campagnes et l'argent. Soudainement, ils sont très mécontents de voir apparaître ce mouvement organique qui dit « Nous voyons les images de Gaza, nous voyons ce qui s'y passe ». Alors, Squirt was saying, why is our support for Israel? And what is the basis for this? And that they do et sur quoi cela repose-t-il? Ce qu'ils ont compris maintenant, je pense, c'est l'élément clé qui ressort. Ils ont saisi le faux choix qui a dominé la politique américaine. En 2016, on aurait eu Madame Clinton face à Jeb Bush ou quelqu'un du même genre, mais la politique n'aurait pas été très différente, juste quelques nuances ici ou là. Cela convenait parfaitement aux hautes sphères des dirigeants du parti, aux politiciens chevronnés qui dépendent du financement des campagnes et de tout ce qui s'y rattache. Ils ont vu cela, et ce système est en train de se fissurer. C'est pourquoi il y a une tentative si forte, notamment de la part des grands donateurs, les donateurs pro-israéliens, de discréditer ce qui se passe dans le mouvement MAGA en le présentant comme antisémite. What's happening in the MAGA as being anti-Semitic. They're anti-Semitic. And there was a very tough, as you rightly said. Ils sont antisémites. Et il y a eu des échanges très vifs à TEPUSA sur cette question, comme vous l'avez justement dit. La question est de savoir si l'ancienne garde des républicains, l'ancienne garde du Sénat et d'autres, ceux qu'on appelait autrefois les républicains des clubs UP, est capable de reprendre le contrôle du mouvement MAGA. Ils essaient actuellement d'y semer la discorde, de le fragmenter et de le rendre plus gérable. En introduisant cette question clivante de l'antisémitisme et du soutien à Israël, ils tentent de le diviser en factions pour pouvoir en reprendre le contrôle. Réussiront-ils? Seront-ils capables d'en tirer quelque chose qui bénéficie d'un large soutien?
Parce que, vous savez, il n'y a pas que les républicains. Je veux dire, nous avons vu lors des dernières élections que les démocrates ont eux aussi leurs populistes. Chez les jeunes démocrates, on peut voir qu'il existe une aile progressiste. Nous avons vu ce qui s'est passé lors des élections municipales à New York. Il y a un courant fort au sein du Parti démocrate qui a également vu les images de Gaza et d'ailleurs, et qui n'aime pas cela. Seront-ils capables de rassembler tout cela et de revenir à l'ancien système où les dirigeants des deux grands partis se réunissent et s'accordent sur les deux candidats, de sorte que rien ne change vraiment et que tout reste pareil? Rien ne change vraiment dans la politique américaine. C'est la grande question qui les préoccupe. Seront-ils capables d'apprivoiser le mouvement MAGA aliéné? Peut-être que vous savez, les élections de mi-mandat seront assez houleuses parce qu'ils posent des questions. Et ces questions, comme vous l'avez vu, Vance et d'autres ne les trouvent pas faciles. Ben Shapiro et d'autres ont aussi du mal à y répondre. Et cela va continuer. Je veux dire, vous savez, America First. Pourquoi bombardons-nous au Nigeria, s'il vous plaît? Pourquoi soutenons-nous encore des attaques au Liban? Pourquoi soutenons-nous l'État islamique en Syrie? Et pourquoi attaquons-nous le Venezuela de cette manière? Et donc, cela ne va pas, je pense, être facile à gérer, car comme l'a dit le président Johnson, quoi qu'il arrive lors des élections de mi-mandat, il faudra qu'il y ait aux États-Unis une discussion profonde sur la nature de la politique étrangère américaine. Et je pense que cela ne se déroulera peut-être pas comme les responsables du parti, les gestionnaires des deux camps à la Chambre, pensent que cela va se passer. Nous faisons tous, vous savez, tout changer pour que rien ne change. Nous avons de nouvelles élections, de nouveaux candidats, tout change pour que tout reste pareil. Et je ne suis pas sûr qu'ils puissent réellement y parvenir. Mais c'est, si vous voulez, une autre couche du problème. Et je sais que j'ai passé un peu de temps à l'expliquer, mais pour comprendre, que se passait-il à Mar-a-Lago? Je pense qu'il est important de voir que cela s'inscrit dans un contexte américain plus large. Et vous savez, Trump ne pouvait probablement pas simplement faire ce que beaucoup auraient aimé qu'il fasse, c'est-à-dire se brouiller avec eux. Parce qu'il y a en ce moment beaucoup de critiques envers Trump en Israël. Ils estiment qu'il a été ensorcelé. J'ai écrit un autre article sur Substack à propos des Israéliens qui se plaignent qu'ils soient devenus fascinés par les États du Golfe et par leur argent. Vous savez, des billions, je vous le dis, des milliards qui arrivent en Amérique de la part de ces gens. Et les familles gagnent aussi beaucoup d'argent. Vous savez, la famille Witkoff, les enfants et les enfants Trump gagnent tous beaucoup d'argent qui rentre. Et donc, vous savez, les Israéliens se disent « Mais nous sommes censés être les personnes les plus importantes dans cette affaire. Et maintenant, vous écoutez les États du Golfe parce que tout tourne autour de l'argent et des transactions. » Je pense donc que c'est un problème. Et je crois que Trump est vraiment... Enfin, vous savez, s'il y a une chose qu'on peut dire sur ce en quoi Trump croit vraiment, c'est qu'il croit fondamentalement en Israël. Et c'est aussi le cas de Kushner et de Witkoff. Tous deux ont été des soutiens du mouvement hassidique Chabad en Amérique. Mais néanmoins, ils négocient à la fois en Israël et à Moscou dans cette nouvelle politique transactionnelle guidée par les affaires, que la Déclaration sur la sécurité nationale a tenté de décrire, celle vers laquelle l'Amérique de Trump se dirigeait, pour ainsi dire, en formant son propre hémisphère occidental d'influence. Et il prévoyait, en quelque sorte, de concéder des franchises à d'autres régions, comme l'Europe et le Moyen-Orient. Et les franchisés paieraient alors une redevance aux États-Unis pour ce privilège. Entre termes, une extorsion, des milliers de milliards de dollars supplémentaires entrant dans les caisses.
Car au fond de tout cela, encore une fois, je reviens au même point de départ. Pour Trump, en réalité, il se trouve au bord d'une possible fracture du marché de la dette. Cela ne peut pas continuer. Il ne peut pas faire deux choses à la fois. It cannot continue. He cannot do two things at once. He can't maintain the dollar hegemony and the value of the dollar. Il ne peut pas maintenir à la fois l'hégémonie du dollar et sa valeur, tout en profitant de tout l'argent qui, selon lui, afflue vers les États-Unis. Toutes ces trillions qu'il prétend voir arriver. Cet argent sera dépensé dans ces centres de données d'IA qui n'ont pas de revenus ou très peu et qui consomment d'énormes quantités de capital et d'électricité. Alors, que fait-il? On ne peut pas tout avoir. Si l'on veut que l'argent entre pour rembourser la dette, il ira là-bas. Mais il ne viendra pas non plus sauver les méga-entreprises d'IA. Il se concentre donc vraiment sur cet aspect. Comment gérer cela, ainsi que toutes ces nouvelles inventions auxquelles l'Iran sera soumis, comme nous tous. Ces stablecoins et crypto-monnaies sont des moyens d'accroître la capacité du gouvernement à dépenser sans augmenter la dette. Government to spend without increasing the debt.